je me suis inspiré surtout des enseignements des experts théologiens. Surtout, il y a deux qui sont comme mes mentors, que je poursuis beaucoup. Il s'agit de Dr. Bocam, c'est un Américain, et il y a aussi Dr. Miles Monroe. Ils ont essayé d'expliquer, de démystifier ces stéréotypes religieux, la plupart qu'on attribue à l'interprétation de la Bible, mais qu'au contraire, on va trouver que ce sont des penchants que les hommes mal intentionnés mettent en avant pour justifier leur façon malhonnête d'agir contre le développement du genre. Voilà, on dit que le développement d'une société propose ici la solidarité de ses fondations les plus intimes. Et cette fondation, c'est la famille, comme dans quelques exposés on a déjà dit. La famille, c'est la première institution. Et la famille est formée par l'homme et la femme, avant tout. C'est eux qui sont les bases de la famille, et après viennent les enfants. Et en comprenant aussi que l'homme et la femme sont deux gens, des signes qui sont différentes. On dirait biologiquement qui sont différentes. Et lorsque on veut connaître les rôles de la famille, les rôles des gens, il faut se retourner à celui qui a créé ces gens. Si la famille, pour moi, je considère comme c'est Dieu qui a été le fondateur de la famille, de cette institution. Pour savoir comment cette institution devrait réagir, il faut retourner au fondateur. Donc, pour moi, on devrait retourner au fondateur pour voir quels sont les rôles que le fondateur de cette institution a attribués à ces gens. Si ces gens sont différents, s'il y a un poisson, s'il y a un serpent, s'il y a aussi un oiseau, ils sont différents, des espèces différentes, d'autres différents. Et pourquoi Dieu les a créés différents? Il faut en savoir la cause, et pour savoir la cause, il faut retourner au fondateur. Alors, c'est dans la famille que se forment les premières perceptions du monde, les rôles sociaux, les valeurs fondamentales et les attitudes relationnelles. Surtout les attitudes relationnelles, parce que nous avons vu que dans les échanges que nous avons parcourus ensemble ici en classe, dans les échanges, nous avons vu qu'il y a déjà des lois chez nous. En tout cas, nous sommes plus avancés qu'en Afghanistan, en Pakistan. Nous sommes très avancés. Nous avons des lois qui régulent. Mais nous avons vu qu'il y a aussi le manque de changement d'attitude. Parce qu'il y a des gens qui se conforment aux lois unintentional, sans intention, parce qu'ils sont obligés. Donc pour moi, le domaine dans lequel je vais agir, c'est dans la compréhension, c'est de compléter ces lois en aidant les gens à changer d'attitude, à l'accepter volontairement. Alors, mon travail s'inscrit dans une démarche de transformation personnelle et communautaire inspirée par les principes bibliques et les enseignements de ces deux docteurs que j'ai parlé. Voilà. Mon travail, ou bien ce que je vais faire, le point lequel je vais aborder pour assurer le changement, ça vise à promouvoir une vision qu'on devrait déjà fondée sur la complémentarité, le respect mutuel et la connaissance de la valeur unique de chaque individu. Dans le monde entier, on a plus souvent attribué toutes les choses qu'on appelle faiblesse au genre féminin. Toutes choses qu'on attribue comme faiblesse, on l'a attribué au genre féminin. Et d'après le livre dont le titre s'intitule Dissoudre la hiérarchie, l'auteur de ce livre a montré que cette dévaluation du féminin n'a pas une date, donc il n'y a pas eu un jour où
où les hommes se sont mis ensemble, il faut qu'on avise ces femmes. Il faut qu'on montre cette disponibilité. Donc, ça s'est trouvé comme ça et dans toutes les autres sociétés. Parce qu'on va trouver au Burundi, plus toutes les valeurs, c'est des valeurs féminines. Tu vas trouver en Inde, en Afghanistan, même en Europe. C'est toutes des choses qu'on a trouvées comme ça. Elle a essayé de montrer comment ça date depuis longtemps. Depuis de l'homme, ce qu'on appelle l'Afrique. Et il a dit que ça ne peut pas s'expliquer biologiquement, mais ça a été comme un construit social. Voilà, moi je vais opérer alors dans la famille, au sein de la famille. Premièrement, comme on dit, il faut vivre le changement que tu souhaites voir dans la société. Premièrement, c'est moi qui dois changer dans la famille. Comment est-ce que je vis avec mon partenaire? Comment est-ce que, quelles sont les valeurs, quelle sont l'éducation que j'inculque aux enfants? Ça doit être des valeurs qui prônent la complémentarité, le respect mutuel, la reconnaissance de la valeur de chaque individu. Par exemple, dans les enfants, ils doivent grandir avec l'éducation qu'il n'y a pas de fonctions, des tâches attribuées à leurs sœurs ou les autres attribuées à leurs frères. Ils doivent savoir que c'est le plus petit qui doit respecter le plus grand, pas la fille qui doit respecter son frère. Donc, dans ce sens, si il arrive que mon premier enfant est né et la fille, les autres qui sont même les mâles, ils doivent connaître que c'est la supériorité parce qu'elle a été le premier né, pas parce qu'elle est fille qu'il doit y avoir un garçon. Ils doivent savoir qu'ils doivent avoir des rôles, des tours de rôle pour faire la vaisselle, pour s'acquitter aux activités du ménage, alimenter les modèles. Nous, comme les papas et les mamans, en les montrant des modèles. Quelquefois, je pourrais aller et je le ferai, c'est ce qui m'inspire. Un jour, je fais la cuisine, un autre jour, la femme fait la cuisine, c'est lui qui a le temps, parce que c'est différent. Dans la société moderne, comme M. Jean a dit, on ne vit pas selon les forces physiques, on vit selon les forces mentales. Avant, il y avait les hommes qui étaient forts, qui devaient aller chercher le gibier, qui devaient courir rapidement, faire la cueillette, soulever des choses propres. Et la femme, à cause des conditions physiques, devrait rester à la maison et essayer d'atténuer la lourdeur des tâches à l'homme qui est allé chercher. Parce que c'était comme ça le cas qui est comme ça. Mais dans la société moderne, tout le monde aille dehors chercher des choses qu'on appelle grands, qui nécessitent le renfort. Et dans ce cas, il ne faut pas qu'ils sont allés chercher quelque chose pour la famille et on retourne à la maison et c'est la femme qui va aller chercher. Non, ça c'est pas. C'est contre la Bible. Parce que la Bible n'a en aucun lieu attribué les travaux ménagers à la femme, en aucun lieu. Sauf les préjugés possibles, comme je l'avais dit. Voilà, ce travail c'est le genre en valorisant les différences et en promouvant l'égalité spirituelle et fonctionnelle entre hommes et femmes. Il faut valoriser les différences. Le fait que je suis homme et que je suis différent, ça doit être complémentaire. Donc, cette différence qui a été créée par Dieu qui est fondateur, il a créé tout ça pour une cause et aussi une cause pertinente pour sa vision. Il faut toujours savoir que nous vivons, pas selon notre vision, mais selon la vision du Créateur. Comme cet ordinateur est ici, c'est lui qui l'a pensé, il avait une vision. Et c'est ce que ces auteurs observent, c'est la vision. Donc, notre différence, s'il y a une maman qui est comme ça, qui doit tomber enceinte, elle tombe enceinte pour la vision commune de notre chef.
D'où je reviens et je soutiens aussi l'exposé de Mme Marie hier, lorsqu'elle disait qu'il y a une femme qui est là, il faut tenir compte qu'il y a des congés qui doivent la faciliter à s'intégrer économiquement. Il ne faut pas le prendre comme une menace. Si on met dans la tête que le fait que les mamans tombent enceintes, que c'est pour une vision de notre supérieur, on doit valoriser ça. Parce que ce que nous faisons tous, c'est pour la vision. Donc, voilà, complémentarité et promouvoir l'égalité, valoriser la différence. Si je parle avec une voix douce, ça a un intérêt et ça a une vision. Si l'autre a une voix autoritaire, c'est pour une vision. Et la complémentarité va assurer le développement et le bon fonctionnement, premièrement, de l'institution de la famille et ensuite de la société. En partant de la transformation individuelle pour impacter la communauté, là je disais comment je vais faire. Je dois d'abord me changer moi-même. Et lorsque je vais prêcher aux autres, il faut que je le prêche, pas comme ceux qui disent, il faut que qu'est-ce que je dis, mais pas mes actes. Non, il faut que mes actes et mes paroles concordent. C'est ça ce qui inspire le changement. Le leadership, en encourageant les forces à fonder sur l'exemplarité, la vision et le service. C'est ce que je viens de dire. Je dois être exemplaire, nous devons connaître la vision du créateur qui est fondateur de la famille et de la société et le service. Il faut savoir que nous tous nous vivons pour arriver à la destination du service. Nos différences doivent nous servir entre nous. Donc, mes points forts doivent te servir et tes points forts doivent me servir. Alors, cette différence, au lieu que ça crée des divisions ou bien des rivalités, par contre, ça devrait créer des communautés solidaires. Parce que c'est en combinant les efforts différents qu'on va arriver à une chose qui est, à une communauté qui est exemplaire et qui va vers une vision du bien. Voilà. Comment vais-je alors faire tout ça? Comment vais-je faire ça? Premièrement, l'objectif, c'est personnel et familial. Vivre et incarner un modèle de leadership familial harmonieux depuis la date. J'ai mis X parce que c'est la date de mon mariage. La date de mon mariage à 6 mois. Je donne une date de 6 mois. Objectif numéro 2, c'est communautaire et organisationnel. Après que je me suis transformé et que j'ai essayé de transformer les habitudes de mon foyer, alors il faut aussi impacter la société, la communauté. Pas seulement par vivre seulement, mais aussi par prêcher, par donner des séminaires, par donner des enseignements. Et heureusement, nos qualifications que nous aurons ici vont nous permettre d'avoir la parole. Voilà. Donc, pour le numéro 2, au moins, information pour 80 personnes. Grâce à vos sessions de formation en 8 mois. Au moins, au minimum. Ça peut être au-delà, mais au moins 80 personnes grâce à une session doivent changer en 8 mois. Objectif, voilà, c'était les deux objectifs. Première, personnel familial, deuxièmement, changer la communauté organisationnelle. La question reste à savoir, alors, pourquoi va-t-il faire? Comment vais-je faire la leadership familial? Comment vais-je influencer la communauté? C'est ce qui nous ramène aux méthodes. Les méthodes pour atteindre à ces objectifs. Quelles sont les méthodes que je vais appliquer? Méthode numéro 1, bien sûr, sur l'objectif numéro 1, développer avec le changement. Il y a d'abord les opportunités ici que je vais profiter pour que cela soit possible. Il y a accès à des enseignements. Il y a accès à des enseignements sur le sujet. Facilement. Il y a aussi expérience personnelle et motivation spirituelle. Depuis que nous avons appris le cours de leadership féminin en première année,
j'ai d'abord fait beaucoup de recherches sur la religion, parce que je vous avais dit que je m'intéresse pour la religion. Et je me demandais, est-ce que comment on peut démystifier ces stéréotypes? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Alors, l'espace personnel, motivation spirituelle, disponibilité de la société. Pourtant, toute vie n'est pas rose, il y a toujours des obstacles. Manque de confiance, pression sociale et culturelle, difficultés familiales et personnelles. Tout ça peut aggraver la marche. Mais toujours, il y a des points de développement. Mais ce que je vais faire enseigner, ça se possède dans l'entourage. Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup de communautés dans lesquelles je participe. À part les communautés qui sont à l'église, j'ai d'autres communautés religieuses qui sont indépendantes de l'église, dans lesquelles je participe. Et heureusement, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes qui aiment apprendre, qui aiment, qui sont intellectuels, qui veulent. Donc, nous avons l'objectif dans ce groupe dans lequel je participe de vivre la logique de la parole de Dieu tout en gardant l'intellect, de marier la science et la religion. C'est ça notre objectif. Groupe familiaux avec l'église, comment nous concentre le contenu sur la famille et le leadership. En tout cas, maintenant, lorsqu'il y a un sujet sur le thème de comment bâtir la famille civile, il y aura beaucoup de gens qui viennent dans ces semaines. Toujours, quelques obstacles qui sont la résistance culturelle au changement. Toujours, il n'y a pas de victoire sans combat. Ça ne sert pas de victoire. L'idée moderne de compter à la vision du Christ. Et là, je vais dire aussi, avec l'homme qui a échoué dans le leadership, qui a appliqué ma leadership, il y a eu l'obtention des féminins qui ne se sont pas seulement émancipés, mais qui ont allé au-delà de l'émancipation et sont allés même loin de l'émancipation. Là, je vais dire des exemples comme maintenant, vous voyez comme ce qu'on appelle transgender. Transgender, ce sont des communautés qui sont nées grâce à l'émancipation. Donc, poussés par l'émancipation. Et il faut, au-delà, de dire, comme le prof nous a dit, l'égalité, ça ne signifie pas changer sexe. L'égalité, ce n'est pas être égal et invisible en mathématiques. C'est égalité pour les opportunités dans le leadership, les opportunités au lieu de travail, les opportunités au respect mutuel. Donc, je ne serai pas une femme pour qu'elle dise qu'ils sont égales. Et la femme ne va pas se changer biologiquement ou bien changer comment elle est biologiquement pour être, donc qu'elle soit des actes qui sont égales. Donc, avec ça, il y a des éléments concrets à la vision biblique. La vision biblique est une fois, l'homme et la femme ont été créés pour dominer. Et pour dominer, c'est-à-dire c'est être des dés. Tous ont été créés pour dominer. Dans Genèse, ça dit quoi? Dieu bénit ses hommes et les divinités vous dominez sur la terre. Pour dire, le leadership c'est pas pour l'homme. Le leadership c'est pour les deux personnes. Donc, que ce soit les filles, les garçons, les hommes et la femme, ils ont un mandat de dominer. Donc, ils ont un mandat d'exercer le leadership. Donc, personne ne doit s'exprimer. Avec ça, j'ai vénéré les esprits déterminés qui ont accepté les esprits qui ne sont pas vrais et n'ont pas saisi les opportunités de leadership et bien de se développer. Avec ça aussi, je vais instruire les hommes de savoir que le leadership est partagé dans la famille. Pourtant, je reste aussi centré sur la religion. Il y a ce qu'on appelle le leadership, quelques textes bibliques qui montrent que dans un foyer, c'est l'homme qu'on dit qui est la tête.
Mais il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que Dieu a voulu pour lui la tête. Est-ce que ça veut dire que je presse la femme? Ça veut dire que la femme ne doit pas participer dans la décision de l'équipe familiale. Pas du tout. Il faut expliquer ce que c'est. Parce que de ce type, ça que c'est ça. Manque d'autres pour rassembler les gens. Avec cette vie, dans le monde actuel, encore ici et là. Et le temps peut aussi être un obstacle. Méthode 3, créer ou rejoindre des programmes communautaires. Jeunes couples, parents, actuels d'orientation. Heureusement, avec ce groupe, je pense que, entre guillemets, on pourra organiser quelque chose et ça sera comme une conséquence à leadership et aussi mélanger avec le développement des gens. Et nous aurons des capacités parce que nous avons eu beaucoup d'enseignements et nous continuerons à se développer. C'est comme une invitation pour qu'on en profite. Heureusement, alors qu'on aura des qualifications qui nous permettront de dire ce que nous avons. Il y a aussi les écoles d'organisation d'église. Dans les écoles, dans les universités, je vais demander l'autorisation d'aller mener des débats. J'ai les débats. Parce que dans les débats, surtout intellectuels, même les gens qui participent, qui écoutent, avec les débats, ils peuvent savoir quelle est la vérité et ce qui n'est pas la vérité. Et en retournant chez eux, ils vont faire quoi? Ils vont changer. Et dans les écoles, dans les universités, je serai en train de causer avec des intellectuels, des futurs dirigeants. Alors, ça sera un bon milieu pour cultiver ce développement du genre. Les obstacles, comme on l'a dit, ça peut être des ressources financières limitées, mais toujours, il faut chercher les moyens. Madame nous a donné un tuyau, préparer l'IGTC. Il y a des gens qui financent ça. Et vendre vos programmes. Il faut que c'était un programme régulier, donc ça c'est un cristal. Bon, comme maintenant, il n'y a pas de cristal que je ne crois. Mais je pense qu'après les études, il y a un cas excellent que je vais pour mieux organiser. Donc c'est cool. Les stratégies pour la méthode 1 de développer un réflexionnel d'environnement. C'est la discipline. La discipline personnelle. Sans discipline, on va nulle part. Sans discipline, on aura des volontés. On aura tout ce que tu veux faire, mais sans discipline, on ne peut rien faire. Donc, mettre en place une qualité de vie. Par exemple, je sais que je vais manquer les enseignements publics. Et pour expliquer des choses bibliques, il faut d'abord connaître ce que la Bible dit. Mais ça nécessite une éthique. Lorsqu'on lit la Bible, ce n'est pas pour des hommes qui sont ignorants. Donc, il n'a pas il faut comprendre que la Bible, c'est un livre. Lorsqu'on dit livre, il faut attendre que c'est l'académie. La livre, il y a les virgules, il y a les points, il y a les paragraphes, il y a le fil de style. Donc, c'est académique. Donc, ça nécessite une éthique. Pas seulement une éthique de scène. Et aussi, même si je m'en fais de c'est spirituel. Un thème d'application communautaire, communication personnelle attitude. Il y aura aussi sur l'évaluation. Lorsqu'on a commencé un projet, comme nous avons vu beaucoup de cours, il faut faire un suivi d'évaluation. Où est-ce que j'arrive? Est-ce que les discours que je me suis donnés, je les ai intéressés à moi, je me suis toujours. Mais aussi, victoire doit se mener. Il faut célébrer la victoire. Même la petite victoire, il faut la célébrer. Parce que ça te donne du courage. Pas seulement célébrer la victoire. Il y a une émission qui disait autrefois la radio. Il faut savoir l'âge avancé, l'âge ne pas avancé, pour stratégiquement savoir là où tu peux améliorer. L'attitude a changé. Je renouvelle à évaluer comment les gens vivent. Ceux à qui nous avons posé, j'établirai un temps de suivi pour voir s'il y a des changements. Attitude, recherche de modèles. Donc, j'ai des gens, j'ai des mentors qui sont non seulement spirituels et théologiques, mais qui sont académiques. Dr Maïs Mao et Dr Yvonne Bocham, malheureusement, ils sont tous morts, mais ce qu'ils nous ont enseigné, ça reste toujours.